Bonjour à tous. Alors on vous l'avait promis, on l'avait promis sur la fête de la science, on fait plein de lieux différents. Alors pour une fête de la science qui est en plus sur les thématiques de l'homme et de l'environnement, on est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans une serre comme ça. On est bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Amélie Matz, je suis chef du service environnement pour la ville d'Évreux et l'agglomération Évreux-Portes de Normandie. Bonjour, Christophe Allory, je suis maire de Moiville, un petit village du sud de l'Eure. Je suis aussi vice-président au niveau de l'agglo, au niveau de tout ce qui est environnement, grand cycle de l'eau et des espaces verts intercommunaux. Eh ben c'est très bien. On va parler environnement parce que pour l'instant on n'a pas énormément parlé environnement pendant cette fête de la science. Ouais. Un petit peu quand en faisant le lien avec les différentes structures qu'on a pu visiter, les laboratoires, les lycées. Mais là on va conclure avec cette partie environnementale. Donc ça me paraît vachement intéressant. Et je pense qu'il y a des choses à voir. Et il y a des choses à voir. Il y a du travail. Pour commencer, je vous propose un petit reportage qu'on a tourné il y a 3 semaines de ça à peu près. Je vous en dis pas plus, on va aller découvrir ce qui se passe sur les coteaux là-haut. Ça marche. Je suis Amélie Matz, chef du service environnement pour la ville d'Évreux, en charge des espaces naturels de la ville et je travaille également sur l'agglomération. Je suis Benoît Hazan, je suis le berger municipal du service environnement de la collectivité d'Évreux. Actuellement, nous sommes sur les coteaux de Saint-Michel, les coteaux qui sont appelés les coteaux de Saint-Sauveur, les coteaux qui sont en centre-ville d'Évreux. Ici, les coteaux, ils sont classés au réseau Natura 2000. C'est un réseau européen qui met en avant les sites remarquables parce qu'on a la chance d'avoir des chauves-souris, on a la chance d'avoir du lucane, cerf-volant, un insecte particulier, de l'écaille chinée. Et ces coteaux en fait ont un habitat, un endroit où vivent des animaux particuliers, c'est les pelouses sèches de calcaire. En dessous, sous nos pieds, il y a vraiment une très fine couche organique et en dessous on a du calcaire, ce qui permet d'avoir une richesse patrimoniale des plantes qui viennent de Méditerranée. Et pour préserver ces plantes, au lieu de passer la tondeuse et de finalement de venir détruire cette biodiversité, on a choisi l'option éco-pâturage. Il y a l'éco-pâturage et l'éco-pastoralisme. L'éco-pâturage va être vraiment, il y avoir 2 grandes différences avec l'éco-pastoralisme. Ça va être les 2 choses qui vont différencier, c'est le pâturage soit pâturé par enclos ou soit par itinérance. Donc l'éco-pastoralisme, c'est du pâturage par itinérance. Le berger est tous les jours avec les animaux. Éco-pâturage, c'est les brebis sont dans des enclos à pâturer. Pour une meilleure sélection au niveau des brebis pour qu'elles puissent manger différentes herbes sans piétinement des sols et que la faune et la flore puissent se reproduire en toute sécurité. Alors l'année c'est arrivé il n'y a pas bien longtemps, ça va faire à peu près 4 ans qu'elle est arrivée dans le troupeau municipal. Donc elle permet à la fois d'accompagner le troupeau et puis ça fait une diversité aussi au niveau du pâturage qui accompagne les brebis. Les brebis se sentent en sécurité et ça protège aussi éventuellement des chiens divagants ou des personnes qui pourraient tenter d'entrer dans les enclos. Le point de départ c'est le début des années 2000. Avant de classer un milieu, on vient voir ce qui s'y passe. Donc il y a eu des études naturalistes par le Conservatoire d'espaces naturels et qui a mis justement en exergue la présence de ces fameuses espèces remarquables. Et connaissant les actions du conservatoire qui avait un petit troupeau, on a fait des essais avec leur troupeau. Ça a plutôt bien fonctionné. L'idée étant de recruter un prestataire qu'on ne trouvait pas. Et après, l'idée a germé qu'on recrute quelqu'un en interne. On a commencé avec combien de bêtes, Benoît, au début? On a commencé avec 20 brebis et un bélier. Voilà. Et aujourd'hui, on en est à 280. Donc le projet, la ville, en même temps qu'on a décidé de mettre en place le pâturage ici en 2004, la ville a une politique d'acquisition foncière à l'amiable. C'est-à-dire que vous voyez, on a des parcelles, alors ici ça se voit pas bien au niveau du site, mais ce qu'on appelle en lame de parquet, où il y a des habitations en bas et la parcelle est très étroite mais très haute. Donc ce qu'on essaye, quand les propriétaires le souhaitent, on acquiert la partie coteau, on l'entretient. Et quand les propriétaires ne souhaitent pas vendre, on a aussi des conventions pour passer avec le troupeau.
Donc le but de la ville, c'est de pouvoir être propriétaire des espaces Natura 2000 pour les préserver, améliorer toujours la biodiversité et ces beaux endroits. C'est que nos espaces naturels à la ville d'Évreux ne sont pas sous cloche. C'est aussi des actions qui nous permettent de valoriser avec du public. Il y a le sentier découverte à Saint-Michel, on en a en forêt, et de pouvoir valoriser ça et que les gens en fait puissent intervenir, puissent se balader en respectant le site et qu'on ait aussi des actions pédagogiques. Donc le troupeau, c'est aussi un outil qui nous permet, voilà, il y a des actions, des activités faites avec Benoît tout au long de l'année avec les scolaires. Avec le service, on fait pas mal d'animations sur le thème sur les brebis, animation sur l'agnelage, sur la transhumance et sur l'attente. Comme ça permet de sensibiliser le jeune public des écoles. Cette action, il faut savoir qu'elle est favorable puisque sans l'intervention de l'homme, le coteau va se refermer. On va avoir, vous voyez derrière moi, des petits rejets de pruneliers qui vont s'installer et après ce sera des arbres. Et in fine, tout le milieu va se refermer, va faire une formée. On va perdre du coup cet habitat pour différentes plantes particulières. Et donc là, l'action de l'homme, elle est bénéfique. Il faut qu'elle soit équilibrée, il faut laisser des zones refuges, mais conserver des espaces de pelouse. Donc là, c'est notre travail, d'avoir une action qui soit précise, mais sans l'homme, malheureusement, ces coteaux se refermeraient. Recule. Hop, galopin, Nel, viens. Nel, viens. Alors des moutons en ville, c'est chouette ça. Saint-Exupéry disait dessine-moi un mouton, à Évreux on dit 280, c'est ça? 280 sans compter les naissances. Avec les naissances, on arrive même à 350, 60. On a toujours un roulement pour la santé du troupeau. Tous les ans, on a des naissances. Donc on en parlait, il y a l'agnelage, on fait des activités. Et ça nous permet de renouveler. Et puis tous les ans, on va vendre les brebis qui sont un petit peu plus vieilles pour qu'elles puissent avoir une seconde vie. C'est vraiment étonnant en ville. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je voyais un travail effectué en ville avec des moutons. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Alors, je ne sais pas si c'est une initiative de la ville, mais réellement, c'est un boulot que je trouve étonnant. Alors ça fait toujours surprendre, c'est ça qui est assez sympa. La ville d'Évreux a été précurseur en 2004 quand elle a recruté Benoît Voisin pour être berger. Aujourd'hui on sème des petits entre guillemets, c'est que tous les ans on continue à avoir d'autres collectivités qui viennent nous voir pour des conseils. Est-ce qu'on le fait chez nous, est-ce qu'on peut le faire ou pas, des gens qui s'interrogent. Et du coup on est toujours, il y en a quelques-uns, des bergers, bergères qui arrivent en interne dans les collectivités, mais ça reste un métier compliqué, il faut avoir le professionnel qui connaît, c'est vraiment un travail avec les animaux et qui puisse après travailler en collectivité, qui est aussi une structure particulière. Oui, parce qu'il faut aussi insister sur le fait que les moutons, on l'a vu, moi je les ai vus sur le reportage, ils sont en pleine forme, ils vont bien, ils sont heureux, ils sont épanouis. Enfin heureux, je sais pas, je peux pas le mesurer, j'ai pas je pense, vu le poids des agneaux, oui ça va. C'est ça. Et donc on est bien sur des professionnels qui encadrent ces animaux pour leur bien-être aussi. Il n'y a pas que le bien-être. Exactement. Benoît Voisin, il fait attention, il fait les soins aux animaux. Il y a les vaccinations, il y a le recensement des bêtes. Tous les ans, on a des vétérinaires conseils qui passent voir le troupeau dans son ensemble avec des prises de sang pour s'assurer qu'on n'a pas de maladie particulière, quoi que ce soit. Effectivement, aujourd'hui, on a une demande de pâturage, que ce soit les villes ou des privés. Il faut faire attention aux prestataires que l'on prend, à la personne, être sûr que le bien-être animal est pris en compte. Il y a d'autres initiatives du même ordre sur l'agglomération? Alors sur l'agglomération, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on développe avec des partenaires autres que la ville. Mais je pense que ça peut être très intéressant pour les communes. Notamment, je sais qu'on a des troupeaux sur le sud de l'Eure qui pourraient peut-être intéresser pour trouver des pâturages. Donc je pense que ça serait intéressant. Par rapport au renouvellement du troupeau, on renouvelle le troupeau à peu près de combien tous les ans? Ça dépend des naissances. Là, depuis que je suis arrivée, on est sur une centaine parfois, 80, 100. Donc c'est énorme, le renouvellement est énorme. En proportion agneaux, on est toujours à peu près 50-50 entre les femelles et les mâles. Ouais. On va vendre les agneaux et garder les femelles pour la reproduction. D'accord.
Et là, quel est le débouché au niveau de la laine? Parce qu'on a de la laine, hein. Tous les ans on fait de la laine, hein. Qu'est-ce qu'on fait comme débouché? Alors, par le passé, on vendait la laine à la coopérative agricole. Ouais, c'est logique. Clairement, aujourd'hui, le retour financier, il est moindre. Ouais, Il est quasiment peanuts. On travaille là, en accord avec notre élu, Monsieur Gavard, Ouais. sur le fait de trouver une association pour faire un partenariat, pour créer peut-être des petits objets, que la ville en récupère une partie, D'accord. mais avoir voilà, une action plutôt avec un centre Associatif. d'insertion associatif pour utiliser cette laine. Non, c'est vrai qu'on en a parlé avec M. Gavard. C'est vrai pendant cette mandature, on va essayer de pas mal associer les associations. Alors l'année prochaine, moi je veux voilà. un pull, d'accord? Un pull Ça peut être marrant. On va essayer. On va essayer. Le pari est tenu. On va voir. C'est ça. Bon, en tout cas, je crois qu'il y a des événements aussi qui sont prévus. Il y en a un qui arrive bientôt avec les moutons là. Alors oui, un de nos événements phares, c'est la transhumance, tous les ans. Donc la transhumance, c'est refaire redescendre le troupeau des coteaux vers son site d'hivernage qui est le parc de Navarre. Donc ça va commencer le mardi 10 novembre, le matin, entre 9h et midi. On va arriver, donc coteau de Saint-Michel, on va descendre par le centre-ville, il y aura des petits plans avec le détail pour arriver au Bel et Bas. On restera jusqu'au vendredi matin, donc tous les jours, les scolaires en journée scolaire pourront passer. Le mercredi, les familles, le grand public et le soir pourront passer. L'animateur et le berger sont présents. Et le vendredi, on repartira le vendredi matin vers le parc de Navarre pour finir la transhumance. Donc avec un masque, de la bienveillance envers les animaux, on peut venir voir la transhumance sans problème. Exactement. Eh ben super. Je vous propose le deuxième reportage. Et puis bah là, on va aller, on va se promener en forêt, tiens. Bonjour, je m'appelle Amélie Matz, je suis chef du service environnement pour la ville d'Évreux et l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, en charge des espaces naturels des territoires. Bonjour, Philippe Huard du service environnement de la mairie d'Évreux. Je suis technicien au niveau de ce service-là. Donc je suis en charge de la maintenance sur tous nos espaces naturels. Alors nous sommes dans le massif forestier communal de la Madeleine, dans sa partie sud, au niveau de la mare aux Fées. Alors en fait cette mare-là elle a été creusée en fait en 2014. Ça rentre dans le cadre de la continuité des mares forestières du massif de la Madeleine. Et elle a été creusée pour justement permettre la biodiversité en fait des espèces et puis la migration de ces espèces. Les habitats, les végétaux qui doivent revenir et les espèces reviendront avec le temps, c'est plus ou moins long, ça dépend des endroits. Mais comme ici on voit, on est parti, la terre était à nu, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et on voit que ça s'est bien colonisé. On a de l'eau, on a des végétaux, on a le potamo, on a les massettes, des odonates, donc les libellules, qui viennent maintenant se reproduire. Alors ce projet-ci est lié à la ville d'Évreux et maintenant au niveau de l'agglomération, l'agglo est très impacté et conscient de son environnement. On a la chance d'avoir plus de 1000 mares privées au public sur tout le territoire. Et c'est pour ça qu'on a un programme mares de connaissance, d'inventaire et de restauration des mares publiques qui nous permettent justement d'aller à la rencontre des différents maires, de voir les problématiques. Est-ce qu'il y a besoin de restaurer, c'est-à-dire par exemple de curer, d'ouvrir? Est-ce qu'il y a des espèces à protéger, au contraire, qui n'avaient pas été vues? Et donc on travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels sur ce beau projet-là. Et tous les ans, ça va faire 3 ans cette année, on restaure des mares communales en attendant la période mi-septembre pour que le cycle de chaque animaux et végétaux soit terminé. Alors, les mares elles demandent en fait un entretien permanent. C'est-à-dire qu'on va avoir de la végétation qui va en fait évoluer dans cette mare-là. Il ne faut pas qu'elle se développe de trop pour justement refermer en fait le milieu. Il faut toujours de l'eau et des lames d'eau en fait. Donc à partir de ce moment-là, on va être obligé de réintervenir en fait assez régulièrement en fait pour l'arrachage de ces herbes et peut-être des curages sur une période d'à peu près une dizaine d'années. Au bout d'une dizaine d'années, on est obligé de peut-être des fois réintervenir sur le curage. Comme ici en mare forestière, on a les feuilles, les branches qui vont tomber, ça va faire de la matière organique qui se décompose. Et au bout d'un moment, on voit comme ici, si notre TIFA se développe, c'est parce qu'il y a un petit peu trop de matière organique. Donc il va falloir, d'ici 1 an ou 2, si on veut laisser la place aux espèces aquatiques, aux amphibiens, etc., revenir et curer.
En complément de ce que tu disais sur la végétation, c'est qu'on laisse la nature faire parce qu'elle sait les espèces qui vont pouvoir coloniser et vivre ce milieu. Quand on vient relâcher du poisson, par exemple, le poisson sur une mare de cet espace-là, les petits carpeaux, les genres de choses, il n'est pas adapté. Il va venir manger les œufs de différents amphibiens, l'eau, le milieu aquatique, physiquement avec les déchets, ne va pas être de bonne qualité. Comme les canards, quand on vient nourrir des canards d'une part, c'est mauvais pour leur santé, et de plus, ça les sédentarise. Des canards qui restent toute l'année sur une mare, ça vient manger également les amphibiens, ça vient picorer les berges, donc ça déstabilise les berges, on évite que les végétaux s'implantent. Et finalement, ce ne sont pas des gestes, on va dire, pour l'environnement, de nourrir ces canards et de lâcher du poisson ici. Il y a d'autres sites, comme des étangs, des lacs qui sont plus adaptés pour la pêche, par exemple. Et donc les mares, si on veut préserver la biodiversité qui est inhérente à ces milieux-là, il faut éviter de nourrir les canards et de mettre du poisson. Alors, une mare parmi toutes les mares, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, je crois, sur l'ensemble de l'agglomération. Ah oui. Je pense que sur le territoire, normalement, il y a à peu près 1000 mares de recensées. C'est ça, exactement. C'est assez énorme. Hein, sur mon village, mon petit village, il y en a 6 ou 7, hein, des privés. Donc voilà, mais il y a quand même énormément de points de mares. Et ça jalonne vraiment notre territoire, c'est important. Alors, ce qui est intéressant, je crois, dans le reportage, c'est qu'on s'aperçoit que sans l'intervention de l'homme, parce qu'on fait souvent l'amalgame de ça, on se dit ouais, l'homme, c'est la nature, il fout le bordel, machin. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais d'un autre côté, sans l'intervention de l'homme, on le dit dans le reportage, pas de mare finalement, ou pas celle-ci en tout cas. Exactement. L'homme, c'est un organisme vivant qui fait partie de la nature. On fait partie de cette nature. Des fois, on s'exclut, mais non, on en fait partie. Et notre action, au même titre qu'on va avoir le damier de la succise, qui est un papillon qui va avoir son hôte, sa plante hôte, la succise. Et ben nous, on va utiliser notre milieu naturel. Donc, ce qu'on disait, c'est que ces mares, au fur et à mesure du temps, surtout des mares forestières, par exemple, elles vont se remplir avec les matières organiques, les feuilles, les branches, et ça va se combler. On va plus avoir d'eau. Donc, les amphibiens qui ont besoin d'eau pour mettre leurs œufs, les larves d'odonates, etc., pourront plus vivre. Donc si on ne vient pas creuser de temps en temps, comme on disait dans le reportage, 10 ans, 6 ans, en fonction des contextes, on va avoir une disparition d'un milieu. L'action de l'homme est bénéfique si on veut entretenir nos mares. Au-delà de l'action auprès de l'environnement, il y a aussi une action de sensibilisation du public qui est importante. Des jeunes surtout, oui. Les jeunes surtout. Les jeunes, je pense que c'est un public sur lequel il faut qu'on travaille au niveau de l'agglo, au niveau des lycées, au niveau des écoles. Il faut absolument qu'on sensibilise les enfants au niveau de l'environnement. Je pense que c'est l'axe pour toucher les parents. Voilà. Il faut vraiment qu'on attaque ce public de manière beaucoup plus franche pour pouvoir attaquer les parents. À ce propos, on parlait en off d'initiative dans un lycée où il y a une mare qui a été proposée. Oui, tout à fait. Proposée. Le lycée Sangor, ils ont creusé une mare. Alors ça tombe bien, je me permets de vous couper juste une minute pour vous dire qu'on est allé au lycée Sangor, si vous vous rappelez, donc vous pouvez retrouver l'émission au lycée Sangor. Et on parlait pas du tout de la mare, justement, on était sur les gestes barrières et sur des expériences. Mais là, pour le coup... J'en ai entendu parler, très bien. Voilà. Non, donc oui, il y a une expérience. Ils ont creusé la mare l'an dernier avec un professeur et avec les élèves, et maintenant on voit très très bien, elle est vraiment en limite de forêt, et on commence à avoir des grenouilles, des libellules qui commencent à arriver, donc ça commence à fonctionner. Voilà. Et ça permet aux professeurs d'avoir vraiment un outil de travail, de présenter vraiment l'environnement. Un vivarium, mais voilà. Dans la nature. En pleine nature. Intéressant quand même, hein. Au niveau, donc je disais aussi de la sensibilisation du public, vous avez mis en place une signalétique, la possibilité d'aller voir certaines mares. Comment ça se passe si je suis non hébroïcien comme moi et que j'ai envie d'aller me balader dans la forêt d'Évreux? Qu'est-ce que je peux aller voir? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors vous me coupez l'herbe sur le pied, c'est un petit peu tôt, hein, puisque l'inauguration est que vendredi prochain. C'est pour ça. Donc la forêt d'Évreux, en particulier le massif de la Madeleine, on a plus d'une vingtaine de mares. Afin de les faire découvrir, parce qu'il y avait déjà eu des travaux de restauration, il y avait déjà eu un certain nombre d'actions par le passé, il y a eu une création de 2 sentiers
un pour le massif nord, un pour le massif sud. Une petite plaquette a été créée, elle sera disponible à partir du week-end prochain au comptoir des loisirs pour tous les hébroïciens, les gens d'EPN qui souhaitent faire une balade 3-4 km avec un petit livret explicatif. Après, le programme aussi au niveau d'Évreux Porte de Normandie, on parlait de restauration de mares. À chaque mare qui est restaurée, il y a un panneau qui est posé avec une signalétique. Aujourd'hui, c'est vrai que ça représente, donc cette année, ça va faire nos 42 mares au total restaurées depuis le début. Les travaux là seront faits prochainement pour cette année. On n'a pas encore de circuit officiel. Il y avait des anciens circuits créés par le comptoir, mais justement on va recréer une dynamique et on va essayer ces sites qui sont restaurés de les valoriser par la suite. Alors la restauration des mares, c'est vraiment important pour les maires. On est vraiment sollicité par l'ensemble des élus pour pouvoir rentrer dans le programme. D'accord. Donc j'ai plusieurs maires qui m'ont appelé déjà en me disant Monsieur Allory, comment on pourrait faire restaurer nos mares pour l'année prochaine. Donc les maires ont pris conscience de cette problématique et donc le programme va vraiment se développer. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'associer la jeunesse et de la solliciter autour de ça, on sait bien qu'à partir du moment où on participe à des projets, on est acteur des projets, on a plus envie de gagner pratiquement. Mais oui, on a envie de les coucouner, de les chouchouter, et on va plus laisser traîner des choses en forêt parce que, attention, c'est ma mare. C'est pas ma mare et j'ai travaillé dessus c'est ça. Je tiens que ce soit propre. Voilà, c'est important, oui. Donc à ce niveau-là, vous avez peut-être des actions, c'est peut-être un peu prématuré. C'est un peu prématuré, donc avec le Covid, malheureusement, on a été élu assez tard. On a pu prendre nos fonctions que fin juillet avec les vacances, donc ça veut dire qu'on travaille vraiment que depuis début septembre. Donc c'est vraiment, et puis moi je suis un nouveau élu au niveau d'Évreux, donc je prends entre guillemets le pouls au niveau des services. Donc on a plein de projets, mais là c'est encore un peu tôt pour en parler. Eh ben, on va relancer le petit jingle et puis on va revenir sur le plateau pour parler de façon un petit peu plus globale de l'environnement et à la ville d'Évreux et sur la métropole, sur l'agglomération. Alors de retour sur le lycée Hortipole qui nous accueille aujourd'hui et qu'on remercie chaleureusement de nous accueillir. Merci. On a la chance en plus d'être accueillis dans une serre, on vous l'a dit tout à l'heure. Derrière moi, il fait bon d'ailleurs. Ceux qui me connaissent vont dire oui, de toute façon t'as jamais froid toi. Bon d'accord, mais quand même il fait plutôt bon ici. Et puis on a une belle lumière. On avait ramené des lumières, on n'a même pas été obligé de les installer parce qu'on a une lumière qui va bien. Quels sont un petit détail par rapport à cette serre. Oui, une serre qui sert au niveau de ce lycée, il faut être honnête. Bon nombre de communes de PN travaillent avec cette école et notamment Moiville où on passe des commandes pour les fleurs pour fleurir les villages. Donc c'est vraiment un pôle important pour nous au niveau de l'agglo, quoi. Voilà. Donc c'est à la fois un pôle pédagogique où les élèves sont là pour apprendre à travailler. Et nous, en tant que commune, on apporte entre guillemets notre soutien vraiment à cette école à travers les commandes qu'on passe. Ça leur permet d'avoir des rentrées supplémentaires au niveau financier. Donc si on se balade sur l'agglomération, les fleurs peuvent venir souvent d'ici. Oui, il faut être honnête, oui. Voilà. C'est intéressant. Donc oui, des projets de façon un petit peu plus globale sur la ville, sur l'agglomération, pour compléter un petit peu ce qu'on a pu voir sur les reportages ou Alors au niveau environnement, moi je suis arrivé, donc je vous l'ai dit, j'étais élu au mois de juillet, et on part vraiment il faut vraiment que maintenant, on en a discuté avec le président, avec l'ensemble des vice-présidents, il faut vraiment que l'environnement soit pris dans l'ensemble des projets au niveau d'EPN. C'est vraiment un souhait du président et c'est vraiment cette politique-là qui va être mise en place pendant toute cette mandature. Tous les projets, maintenant, on va regarder quel est l'impact au niveau environnemental et savoir ce que ça peut vraiment nous apporter de ce côté-là. Donc ça devient vraiment transversal. C'est vraiment transversal, c'est vraiment une compétence transversale. Là, la semaine prochaine, par exemple, j'ai une réunion de travail au niveau des transports. Ça, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec mon pôle environnement, mais je suis invité justement pour apporter le petit regard. Voilà, c'est important. Donc il y a toujours le petit signal d'alerte de l'environnement qui arrive sur quel que soit le projet. Il va falloir prendre des décisions, machin. Mais voilà, il y a vraiment un souhait du président et du maire de vraiment aller sur cet axe-là, sur cette mandature. Au niveau d'EPN, on a une belle étude qui doit démarrer en 2021. C'est une étude qu'on appelle TVBN. Alors la TVBN, c'est l'étude tram verte, bleue et noire. Je pensais que c'était nous la TV, non, pas du tout. C'est pas vous. Et les trams, ça représente les corridors écologiques, les lieux où les espèces vont se développer, se déplacer et vivre. Donc la trame verte, c'est les trames forestières. La trame bleue, c'est l'eau.
Donc sur notre territoire, on parlait des mares qui représentent une trame importante et on a aussi une partie cours d'eau. Et la trame noire, ça représente tout ce qui concerne la luminosité. Le fait d'avoir des zones qui sont non éclairées la nuit pour permettre aux espèces migratrices, pour permettre aux chauves-souris de se déplacer dans de bonnes conditions. Alors là, vous allez faire des heureux aussi sur nos amis de l'émission d'hier, non d'avant-hier, pardon, parce que c'est des gens qui observent l'espace. Et la pollution nocturne, ça devient quelque chose d'assez catastrophique. Et j'entendais même que la pollution et le réchauffement climatique posaient des problèmes sur l'observation de l'espace. Alors, nous, dans les petits villages, entre guillemets, c'est aussi économique, c'est honnête. Tout éclairage public, on coupe à partir de 22h30 à peu près. C'est pour faire des économies, mais ça permet aussi d'avoir les chauves-souris la nuit. Et c'est vrai qu'on en voit pas mal. Et c'est quand même très intéressant. Bien sûr. Et c'est les deux aspects. Et donc cette étude-là, en fait, ça va être la base, comme le disait Monsieur Allory, de déterminer chez nous quels sont les secteurs qui sont déjà préservés, quels sont au contraire les secteurs à protéger pour avoir ces continuités sur notre territoire et sur les territoires voisins. Bien sûr, le but, c'est d'avoir une vision globale et de pouvoir inclure cette étude et les résultats dans tous les projets à venir et de pouvoir effectivement tirer la sonnette d'alarme quand il y a un projet en disant attention, il y a ça à prendre en compte, il y a telle espèce ou telle zone. Là aussi, il y a un message qui me paraît intéressant et important, c'est que on fait pas de l'environnement comme ça, en se disant c'est comme l'humanitaire. J'en ai fait dans quelques années. Il y a quelques années, on fait pas ça en décrétant je vais aller là-bas et puis je vais faire du bien, etc. Non, on part d'un diagnostic de terrain sérieux et on s'appuie sur ce diagnostic pour mettre en place des actions sur du long terme. Exactement, c'est ça. C'est toujours dans tout projet, c'est le diagnostic de terrain, l'analyse de ces données. Est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà ailleurs? Est-ce qu'il y a des réglementations autour? Une proposition de plan de gestion et le suivi après de cette gestion. Alors, voilà. On est vraiment dans une démarche scientifique. On est sur la fête de la science. Exactement, on est sur la fête de la science. Complètement. Et peut-être une petite conclusion. C'est compliqué, on a dit plein de choses. On a dit plein de choses. Ne pas hésiter à s'informer, à découvrir. C'est en apprenant les choses qui nous entourent qu'on va avoir envie de les préserver, de les protéger. Donc être curieux. Nous, côté PN, il y a un truc qu'il va falloir qu'on développe énormément, c'est la communication. C'est important envers tous les jeunes et vraiment tous les hébrouiciens et tous les gens de PN parce que c'est important. La communication, ça va nous permettre de faire connaître nos actions parce qu'on a plein de choses en cours. Il faut vraiment que les gens connaissent le travail qu'on fait. On est tout à fait ouvert à vous donner un coup de main avec la Web TV. Vous aurez l'émission pour commencer humblement la communication. Merci à vous pour ça. Si vous avez envie de continuer, il n'y a aucun problème. Merci vraiment sincèrement. J'ai passé un vrai bon moment avec vous. Également. Et sur le plateau et aussi au moment des reportages, on était très bien accueillis. On a eu une chance incroyable, il faisait très beau. Le temps était magnifique. C'est toujours beau et hébreu. Voilà, c'est ça. Faut pas l'oublier. Merci à tous et on se retrouve cet après-midi pour une autre émission. Pour la fête de la science, bien sûr, une autre émission à Hortipole. Et là, on parlera un petit peu plus d'Hortipole parce que, allez, je vous en dis pas plus, à cet après-midi. Vous savez ce qu'est une industrie agroalimentaire? La transformation des matières premières pour l'alimentation? C'est ça, c'est la transformation de la production agricole de chasse et de pêche à destination de la consommation humaine ou animale. Je vous remercie, vous avez quand même bien répondu aux questions. Est-ce que vous savez comment les bactéries communiquent entre elles? Avec des protéines, non? Est-ce que vous savez comment? Non. Ouais, non. Oui. Et est-ce que vous savez comment? Je sais pas, ils s'échangent leur 0,6. Bon, je n'ai aucune idée. Du coup, effectivement, elles peuvent communiquer entre elles et c'est via l'échange de molécules chimiques. Est-ce que vous savez quelle est la chose qu'on appelle un bactériophage? Bactériophage, c'est une substance ou un élément vivant qui peut manger les bactéries. Oui, c'est quelque chose qui mange les bactéries. C'est quasiment ça, du coup c'est un virus qui est capable de manger les bactéries. Un virus. Et vous aviez la grosse majorité de la réponse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous avez fait quasiment sans faute. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.